Donc, bienvenue aux soutenances du Master spécialisé Sustainable Innovation by Design de l'ENSI Les Ateliers. Nous sommes sur le site de Rennes avec les closers. Nous allons entendre la soutenance de Julie-Charlotte Kahn, dont le directeur de mémoire est Julien Blais, et elle sera entendue par le jury présidé par Clara Macalati, Goulbel Baron, Emmanuel Tron, et en auditeur, nous aurons Nathanaël et Joseph André. Voilà. 1 heure, 30-35 minutes de présentation sur ton parcours, ton projet, de ta thèse professionnelle et puis ton expérience en mission. Un échange ensuite avec le jury et puis délibération. Voilà. À toi la parole, Charlotte. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette soutenance de mémoire que je suis ravie de vous présenter. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler de commun, de design et de transition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Tu partages ta présentation si tu peux. Ah, alors, est-ce que je la partage sur mon... Sur la presse Ah mince. Ok, alors il faut que je me connecte sur mon Teams. Attendez, je vais faire ça. Est-ce que c'est bon? Super. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter pour vous expliquer les raisons de ma présence devant vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Julie Charlotte et j'ai toujours été attirée par les mots, les images, les messages qu'ils pouvaient transmettre et les émotions, les sensations qu'ils pouvaient produire. J'ai donc fait mes études à Rennes en commençant par explorer le domaine des arts appliqués pour me spécialiser en design graphique. Et puis, j'ai poursuivi avec des études dans le domaine du cinéma, puis dans le domaine artistique et culturel. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais portée par l'envie de raconter des histoires, d'y mettre du sens et la nécessité de faire du beau. Et puis, j'ai travaillé dans différents domaines, dans la grande distribution, le e-commerce, la publicité, le domaine événementiel. Et toutes ces expériences, elles m'ont effectivement permis de faire du beau, de raconter des histoires. Mais pour ce qui est du sens, c'est autre chose, parce que cette dimension, elle n'était pas nécessairement au rendez-vous. Et au bout de 10 ans d'expérience, il a fallu que je me rende à l'évidence. Le domaine dans lequel j'évoluais jusque-là, il m'éloignait de cette nécessité. Faut rappeler que, pour situer, à l'époque, je travaillais dans le domaine de la communication événementielle, qui consiste bien souvent à produire du textile, des objets ou du décor à l'autre bout du monde, avec une utilité et une durée de vie fortement limitées. Et compte tenu de la crise environnementale, notamment, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, la question qui me travaillait à l'époque, finalement, ce n'était plus tant de faire du beau, mais davantage de produire de l'utile. Et puis, j'avais beau essayer de teinter un petit peu mes productions d'une valeur éthique ajoutée, il a fallu que je me rende à l'évidence, ce n'était plus possible. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai entamé ma propre transition vers ce que j'appellerais une pensée design, pour questionner mes responsabilités. Et cette phrase de Paola Antonelli, elle traduit bien, selon moi, le point de bascule. Non pas que je me considère comme une artiste, mais elle illustre finalement le passage entre la nécessité de faire du beau à celle de produire de l'utile. J'ai donc claqué la porte pour me lancer en indépendante avec des idéaux plein la tête. Et puis, donc j'étais ravie, mais rapidement, je me suis retrouvée dans une impasse parce que je reproduisais exactement le même schéma. Je me suis rendu compte que mettre du sens quand on arrive en bout de chaîne, en tant que designer graphique, c'était ce que je vivais, ça revient à essayer de mettre un petit peu de vernis sur des imperfections. Et puis, finalement, avec l'expérience, je voulais être plus en amont dans les projets, je voulais sortir de cette logique de commande et je voulais interroger ma pratique pour savoir où et comment je pouvais être utile, finalement. Et puis l'opportunité de rejoindre le master SIBD à Rennes s'est présentée à moi comme le moment opportun pour faire une pause, pour me permettre par la suite de bifurquer et comme également le moyen d'explorer le champ des possibles. Et je suis arrivée au sein du master avec une quête, à savoir comment et où est-ce que je pouvais être la plus utile pour accompagner les transitions. Donc, le mot transition, c'est très grand, mais on peut parler de transition environnementale, économique, sociale.
Et finalement, cette question, elle ne m'a pas quittée de l'année. Et lorsqu'il a fallu choisir un sujet de mémoire, j'ai formulé une simple question. Comment le design peut-il contribuer au bien commun? Alors, vaste programme, hein, effectivement. Et cette phrase, elle peut paraître anodine, presque innocente, mais finalement, elle va être le socle d'une puissante rencontre. Et avant d'aller plus loin, je propose de définir 2 notions importantes pour pouvoir poursuivre la réflexion. Commun. Donc, commun, signifie ce qui sert à tout le monde. Et design, bon, même s'il reste assez compliqué de définir précisément le design, je partage pour ma part l'idée que le design, c'est une intention qui prend forme et que finalement, il peut être un peu partout. Mais du coup, où est-ce que moi, je me situais dans ce duo? Et c'est en faisant un nouveau détour par une définition et en prenant un peu plus de hauteur que j'ai pu apercevoir le premier lien que je pouvais faire, moi, en tant que designer spécialiste de la communication, et design, dans son sens le plus global, et commun. Donc là, la boucle, elle était bouclée. Et j'avais une intuition très forte qui me disait qu'il y avait un lien très probable à explorer entre design et commun, et que potentiellement, je pouvais y trouver une place. J'ai donc suivi cette intuition pour faire la rencontre des communs. Et j'insiste sur ces 2 notions que sont intuition et rencontre, parce que finalement, elles ont été le fil rouge de toute ma démarche de recherche. Et donc, pour pouvoir faire état de ce lien entre commun et design, j'ai d'abord commencé par explorer le vaste champ des communs. Et pour vous, j'en ai fait une synthèse pour faire apparaître ce que je considère comme les bases nécessaires pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, cette notion des communs, on la doit à Elinor Ostrom, qui est une femme formidable, qui a observé pendant de nombreuses années des communautés organisées autour de ressources naturelles, telles que des forêts ou des pêcheries, pour voir un petit peu comment elles fonctionnaient. Et ces travaux, ils ont mis en évidence le fait qu'une communauté organisée autour d'une ressource est en mesure de préserver, pérenniser cette ressource, à condition que des règles et un mode de gouvernance soient définis collectivement. Donc la notion développée par Elinor Ostrom, elle concernait à l'origine des ressources dites naturelles, ou autrement dit matérielles également. Et finalement, progressivement, cette notion, elle a glissé pour s'étendre à d'autres champs. Donc finalement, les communs, on peut les retrouver partout. On peut parler de communs sociaux, communs urbains, communs culturels, communs naturels, communs numériques. Et vous, comme moi, on en fait l'expérience au quotidien. Lorsqu'on va à la bibliothèque, par exemple, lorsqu'on fait des recherches sur Wikipédia, lorsqu'on adhère à une AMAP, lorsqu'on tire de l'eau au robinet, lorsqu'on va dans un parc en période de forte chaleur pour profiter un peu de la fraîcheur. Pour résumer, les communs, c'est un système qui repose sur 3 piliers. Une ressource qui peut être matérielle, donc par matériel on entend, comme évoqué, des jardins partagés, des vélos en libre service, une bibliothèque. Et par immatériel, on peut parler d'un code informatique, de musique, d'une langue, d'une culture. Voilà. Autour de cette ressource, il y a une communauté qui s'organise pour préserver et pérenniser cette ressource. Et pour que tout cela fonctionne, doivent être définis collectivement des règles et un mode de gouvernance. Mais alors, quel intérêt des communs pour aborder les transitions dès lors qu'ils sont déjà présents un peu partout? Selon moi, 3 gros intérêts. Le premier, c'est que les communs, ils émergent souvent en réponse à des crises, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, et elles offrent des réponses à ces problématiques à plus ou moins grande échelle. On a pu voir, par exemple, pendant la pandémie, l'émergence de communs à plusieurs niveaux pour prendre en charge la distribution de nourriture, fabriquer des masques ou encore distribuer également des médicaments. D'autre part, les communs, ils permettent de créer des systèmes qui sont à la fois équitables, durables et collectifs pour répondre à des besoins locaux. On peut parler par exemple de mise en place de communs pour garantir l'accès à l'eau. Et enfin, une approche par les communs, elle représente l'opportunité
d'expérimenter et voire de repenser des modèles qui sont sociaux, économiques, voire politiques. Finalement, il représente une alternative au modèle dominant actuel incarné par le duo entre l'État et le marché. Et finalement, à travers les communs, c'est souvent la société civile qui va proposer des solutions, parfois bricolées, parfois bidouillées, pour répondre à des problématiques qui la touchent directement. Donc, en résumé, les communs proposent des solutions portées par une communauté en réponse à des besoins constatés collectivement. Et à la lecture de ce résumé, j'ai eu une intuition. C'était là, devant moi, design et commun, ils partageaient une essence commune. C'était une évidence. Et puis là, j'ai bugué. Parce que tout ça me semblait vraiment évident, mais impossible pour moi de mettre des mots, d'illustrer cette idée, d'aller plus loin dans la réflexion. J'étais bloquée, j'étais face à une page blanche. Et du coup, j'ai de nouveau suivi mon intuition pour faire de nouvelles rencontres. Je voulais voir ce qui se passait concrètement sur le terrain, parce que finalement, les communs, j'avais pu établir qu'ils étaient efficients, que ça marchait, mais il me fallait tirer le fil avec le design. J'ai donc interrogé différents professionnels, nombre de 9, qui sont des designers ou des non-designers, des chercheurs, des enseignants, des activistes, des personnes qui, selon moi, côtoyaient à la fois design et commun de par leur pratique, de par leurs engagements ou par rapport au domaine dans lequel ils évoluaient. Et la question que je leur pose à ce stade, et autour de laquelle nous avons pu longuement échanger, c'est que peut le design pour les communs et que peuvent les communs pour le design. Donc, grâce à ces échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes, j'ai pu constater que les rencontres, elles ont parfois lieu, mais qu'elles sont à peine conscientisées, elles sont très ponctuelles et qu'au final, les communs ne sont pas un sujet de design. Finalement, les communs, ils s'incarnent plus comme une façon d'être, une façon de penser et par la volonté du faire ensemble. Les dynamiques des communs, elles s'autogèrent, elles bidouillent, elles bricolent, comme je disais, et elles sont en constante évolution pour trouver justement le juste équilibre entre les 3 piliers dont je vous ai parlé précédemment. Cependant, quand on pose la question de l'intérêt d'une rencontre entre design et commun, elle est bien réelle. Mais il n'existe pas véritablement de design pour, par ou avec les communs. Et concernant les designers que j'ai pu interroger, finalement, l'investissement dans le travail du commun, il relève plus du bénévolat. C'est plus une activité annexe d'une activité que je qualifierais ici d'alimentaire. J'avais donc relevé 3 obstacles à la rencontre entre design et commun, à savoir que la première, c'est que œuvrer pour les communs, ce n'est pas valorisé. Les communs sont peu visibles, même s'ils sont partout, on ne s'en rend pas forcément compte. Et commun et design ne se connaissent pas. Mais au-delà de cette question initiale, les échanges que j'ai pu mener avec ces différentes personnes, elles ont davantage porté sur des notions beaucoup plus profondes, à savoir des notions de responsabilité, d'éthique, de valeur et de ce qu'on mettait tous individuellement dedans, qu'on soit designer ou non d'ailleurs. Donc en fait, ces échanges, ils m'ont permis de faire le pas de côté qui était nécessaire pour pousser la réflexion plus loin. Et donc c'est dans la deuxième partie de mon mémoire que j'ai abordé le design sous l'angle éthique pour questionner ses responsabilités. Donc cette question de éthique, responsabilité, elle est récurrente dans la discipline et notamment depuis Victor Papanek. Et on se rend compte que le design, il n'a cessé d'évoluer pour se questionner sur ses pratiques, sur son rôle dans la société de consommation, sur sa responsabilité dans la crise que nous vivons. Et à travers cette approche, j'ai fait 3 nouvelles rencontres. J'ai rencontré Tony Fry, Arturo Escobar et Ezio Manzini. Et aujourd'hui, à la lecture de ces 3 auteurs, le design, il est invité à endosser ses responsabilités, à adopter une posture critique et éthique, et puis il est surtout invité à agir en conscience, plutôt que de se questionner sur son utilité. Le designer, il est invité à agir, à faire. Finalement, le designer, il est invité à prendre soin de l'environnement, des humains et du vivant dans son ensemble.
Et en mettant en parallèle donc, ce design responsable et éthique et les communs, j'ai enfin pu poser la question qui me permettait d'aller plus loin dans la réflexion et de finalement tisser le lien entre commun et design, à savoir comment le design peut-il prendre soin des communs. J'ai donc interrogé cette responsabilité du design à travers la grille de lecture qu'offraient les communs. Et je l'ai synthétisée dans ce schéma. Donc pour rappel, les communs, ils offrent des réponses aux crises, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques. Et pour fonctionner, ils reposent sur 3 piliers. Une ressource, une communauté, des règles et un mode de gouvernance. Le design, s'il veut en prendre soin, il doit engager finalement une triple responsabilité, à savoir préserver les ressources, répondre aux besoins humains et définir le cadre nécessaire pour que tout cela fonctionne. Partant de là, il fallait que j'atterrisse quelque part, parce que tout ça était pour moi bien trop théorique. J'ai donc exploré, enquêté pour voir un petit peu les approches de design qui étaient en mesure de prendre soin des communs en engageant cette triple responsabilité. Et je propose donc à suivre une interprétation de ces responsabilités. Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive ou une feuille de route à suivre absolument, mais davantage une invitation à se questionner sur nos pratiques et sur leur nature et une exploration de ce qui est possible. Donc pour prendre soin des ressources, le design il peut, selon moi, agir à 2 niveaux. Premier niveau, par une approche holistique que je qualifie de responsable, pour s'interroger dès la conception de produits ou de services, en s'inscrivant par exemple dans des démarches systémiques telles que le design circulaire, pour passer d'une culture du faire en l'absence de limites à une culture du faire dans un monde limité. D'autre part, le design il peut également responsabiliser les utilisateurs parce que il n'est pas tout seul face à ces gros enjeux de société et de transformation. Et il peut donner à voir ce qui ne va pas, mais aussi d'autres possibles, à travers, par exemple, des approches de design critique et de design fiction. Je partage ici le point de vue de Tony Fry, qui appelle le designer à passer finalement d'un statut de fournisseur de services à celui d'un praticien redirectif pour se poser cette question: est-ce que ce que je crée justifie ce que je détruis? Parce que par ses choix et ses actions, le design il peut orienter vers plus de durabilité, mais également engager avec lui l'usager. Pour prendre soin des besoins humains et répondre aux besoins humains, je prends exemple sur le design du design social notamment, qui vise à redonner à l'individu sa place dans la communauté. En facilitant la participation citoyenne, par exemple, il peut rendre tangible l'intérêt général. On peut l'illustrer avec des pratiques de design de politique publique, par exemple. Dans la même idée d'empowerment, le design il peut également encourager les principes de fonctionnalité et de coopération pour mettre l'usager en capacité de prendre lui-même soin de ses besoins. Selon Ezio Mandini, afin de mieux répondre aux besoins humains, le designer il doit davantage apprendre à créer avec les communautés et se place davantage en facilitateur pour accompagner finalement des solutions et des organisations qui sont résilientes. Finalement, le design il accompagne les communautés vers plus d'autonomie. Et enfin, le design doit s'émanciper de son héritage productiviste pour faciliter l'émergence de modèles résilients. Et pour cela, il doit prendre soin davantage du contexte dans lequel il évolue. Et selon moi, les ingrédients qui sont nécessaires pour cela sont l'éthique et l'autonomie. Par éthique, on entend le fait que pour produire du sens, le designer doit ne pas se contenter d'observer le monde et l'environnement dans lequel il évolue, mais de finalement en faire, en faire l'expérience, un petit peu à la manière de la résidence architecturale. Et puis, le design, il doit également prendre parti et adopter un positionnement à la fois culturel, intellectuel, esthétique et politique.
pour pouvoir être en mesure de remettre en question le système dans lequel il évolue justement. Et par autonomie, on entend la posture de facilitateur à adopter pour transmettre les outils, les méthodologies et permettre finalement aux citoyens, aux utilisateurs de porter leur propre projet. À ce sujet, Arturo Escobar insiste sur les outils et les méthodologies à mettre à disposition des usagers pour leur permettre de produire eux-mêmes les solutions qu'ils jugent nécessaires, adéquates et satisfaisantes. Et puis, je me suis rendu compte que ces 3 responsabilités, elles faisaient partie d'un tout, mais que pour pouvoir les endosser pleinement, le design, il devait se transformer pour véritablement faire commun. Car si toutes les démarches dont je vous ai parlé précédemment, elles ont bien lieu, elles sont pour autant dispersées. Et je me suis demandé quel pouvait être le socle commun, la condition d'émergence de ce nouveau modèle de design finalement. Alors selon moi, d'une part, il doit reposer et proposer un nouvel imaginaire pour pouvoir évoluer, parce que l'imaginaire collectif dans lequel on est tous plongés, c'est celui qui nous conduit dans le mur. Donc le design, il semble à la fois tout indiqué pour accompagner des nouveaux imaginaires, mais tout d'abord, il doit s'extraire de l'imaginaire actuel. Et d'autre part, le design, il doit véritablement s'ancrer dans une pensée systémique pour sortir d'une vision encore trop centrée sur l'individu, pour considérer finalement le système dans son ensemble. Donc voilà, j'avais réussi à représenter le lien entre design et commun tel que je l'imaginais finalement, et j'étais face à l'idée que je me faisais du design de demain sous le prisme des communs. Mais à quoi tout cela pouvait-il bien servir? Parce que voilà, tout ça était un petit peu encore trop théorique à mon goût, et je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait dire du design de demain. Et donc pour cela, il a fallu me projeter. J'ai donc créé un scénario et le contexte pour atterrir. Pour cela, j'ai pris comme base les scénarios proposés par l'ADEME et je les ai confrontés au principe des communs en les teintant des exemples pratiques que j'avais pu observer au fil de mes recherches. Et donc, à l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai pu établir un 5e scénario vers une neutralité carbone à horizon 2060 pour engager une transition par les communs. Ce scénario, je ne vais pas vous le détailler, mais je vais vous sortir les grandes lignes. Il implique une mobilisation collective de l'État, du marché et de la société civile, en s'inspirant des communs pour mener les transitions alimentaires, industrielles, pour optimiser le partage des ressources, pour proposer un mode de gouvernance davantage participatif, etc. Et puis, il me fallait faire le lien avec le design. Donc, à partir de ce scénario, j'ai questionné l'apport du design pour mener ces transformations en me basant sur les enseignements tirés de mes entretiens et du modèle de design que je propose devant vous. Je vais faire une petite pause. Nous voilà donc en 2060 et la société elle a considérablement évolué. Les communs ils ont pris de l'ampleur, ils se sont diffusés, ils ont été valorisés et se sont multipliés pour soutenir finalement les transformations nécessaires vers une société résiliente. La neutralité carbone elle est enfin atteinte, les ressources naturelles, énergétiques et sociales elles sont gérées collectivement à travers des modèles de coopération territoriale qui sont basés sur les communs. Et les territoires sont des espaces de coopération entre collectivités, acteurs économiques et citoyens. La sobriété, la solidarité, ils définissent maintenant les modes de vie. Le modèle régénératif et l'économie de la fonctionnalité sont devenus des leviers centraux de création de valeur. Et enfin, la préservation des biens communs naturels comme l'eau, la terre, la biodiversité est une priorité. Donc le design, il a contribué à ces transformations parce qu'il a d'abord permis de cartographier, diffuser, valoriser ces initiatives des communs pour pouvoir permettre par effet boule de neige une sensibilisation accrue de tous les acteurs du territoire. Le design, il a également permis de
de renforcer le lien entre les institutions et les citoyens, qui se sont finalement peu à peu réappropriés, puis réintéressés à ces enjeux de résilience territoriale. Et enfin, le design, il a contribué à faire émerger des nouveaux modes de gouvernance pour améliorer la gestion partagée des ressources. Alors bien sûr, tout ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et il a fallu opérer quelques transformations à plusieurs niveaux. En ce qui concerne le design, en 35 ans, la formation des designers, elle a été revisitée pour intégrer des imaginaires ancrés dans un modèle régénératif et fortement inspirés des communs. Les initiatives des communs, quant à elles, elles ont fait l'objet d'un soutien financier et d'une reconnaissance institutionnelle pour finalement se développer et devenir une manière de fonctionner. Et le design, il a pu valoriser son rôle dans le maintien et la diffusion de ces dynamiques de commun. D'ailleurs, progressivement, le design, il a intégré toutes les strates de la société, que ce soit dans les collectivités, les institutions, les associations. Et aujourd'hui, il est le garant et le facilitateur des communs. Nous voilà de retour en 2025, après un aperçu d'un futur que je juge personnellement plutôt optimiste. Mais alors, par où devons-nous commencer? Parce que les enjeux de transformation, ils peuvent tous nous dépasser. Et j'ai pu vous l'expliquer, les communs, ils sont peu visibles. Donc pour cela, je propose d'ouvrir 2 pistes de réflexion pour une transition vers de nouveaux modèles de société basés sur les communs. Et pour cela, je propose de prendre soin du déjà là, par 2 approches. La première, sur la question des communs négatifs avec le déjà là qui nous nuit finalement. Donc cette notion, elle a été développée en France par, entre autres, Alexandre Monin et Diego Landivar, et elle semble être, selon moi, une piste plutôt pertinente et intéressante à interroger pour amorcer ces transitions. Donc rapidement, les communs négatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement ces héritages négatifs dont on peut faire le constat collectivement dès aujourd'hui. Pour les illustrer, on peut parler de la pollution plastique, on peut parler des déchets nucléaires, on peut parler de la prolifération d'espèces invasives dans des milieux naturels. Et finalement, du fait de leur visibilité, ces communs négatifs représentent une première opportunité pour le design de créer des nouveaux modèles et de nouveaux imaginaires pour faire œuvre collective, œuvre commune autour d'elles. Et comment? En fédérant les communautés autour d'une prise de conscience autour de cette ressource néfaste qui est pour autant bien concrète. Je propose une deuxième vision qui serait plus positive et du coup prendre soin du déjà là qui nous fait rêver. Tous les exemples ici que je vous ai présentés dans la projection à horizon 2060, ils sont déjà à l'œuvre, ils fonctionnent, ils sont efficients. Et donc ces communs que je qualifie ici de positifs, ils offrent un aperçu des solutions concrètes, faisables et réalisables. Donc finalement, ils proposent déjà des imaginaires concrets sous un angle optimiste et positif. Donc finalement, faire avec le déjà là, l'accompagner et le révéler à la manière du mouvement des villes en transition, excusez-moi, porté par Rob Hopkins, ça semble être une piste plutôt optimiste, faisable et à notre portée. En conclusion, je peux donc faire le constat de l'intérêt d'une rencontre entre commun et design pour aborder les grands enjeux de transition. Et pour répondre à mes nombreuses interrogations, je dirais que le design, il a tout intérêt de prendre soin des communs et même à s'en inspirer pour aborder toutes les problématiques finalement du design. Et les communs, quant à eux, ils auraient tout intérêt à s'outiller de design et à s'entourer de designers. Cependant, on peut sortir 2 obstacles
à cette rencontre, celui de trouver l'espace approprié pour avoir lieu et celui de gagner en reconnaissance. Je me suis donc attachée à faire état de l'intérêt des communs pour aborder les transformations nécessaires de nos sociétés. Et j'ai pu démontrer que le design, il était en mesure d'accompagner et de prendre soin de ces communs. Je suis maintenant convaincue que le design, il peut jouer un rôle dans les transitions. Et pour conclure, je vais poser une nouvelle question qui sera peut-être sujette à nouvelles réflexions, à savoir, comment faire prendre conscience aux designers du potentiel de leur savoir-faire pour agir sur les grands enjeux de société et qui pourra les nourrir pour accompagner les transitions. Alors, beaucoup d'enseignements avec ce travail de recherche. Ils sont listés ici, les plus importants. La problématique, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, je n'ai cessé de re-questionner cette problématique pour finalement trouver la bonne, celle qui allait me permettre de faire le pas de côté nécessaire pour vraiment faire le lien entre commun et design. L'importance du zoom et du dézoom, très important, une notion indispensable, nécessaire pour garder le recul. Faire confiance à son intuition, ça a été un grand enseignement, et surtout être critique vis-à-vis de son intuition. Et évidemment, le terrain, c'est la clé. Et le dernier enseignement, et non des moindres, qu'il est très important de revenir à l'intelligence des mains quand les mots ne viennent pas. Moi, j'ai été face à une page blanche et j'ai fermé l'ordinateur, j'ai pris le crayon et c'est là où tout s'est débloqué. Les limites, une frustration de ne pas avoir pu aller au contact de plus de communs pour justement davantage les interroger. Et des difficultés parfois à atterrir parce que, comme j'ai pu l'évoquer, les communs, on ne les voit pas. Donc, pour tirer le fil avec le design, ce n'était pas évident. La suite, j'aimerais notamment poursuivre la démarche que j'ai pu expérimenter lors de mon stage chez Imatera. Donc, pour situer, l'équipe d'Imatera, elle accompagne les entreprises, les collectivités à trouver, expérimenter de nouveaux modèles économiques résilients et durables, basés notamment sur la fonctionnalité. Et auprès d'eux, j'ai pu expérimenter la mise en récit des démarches qu'ils accompagnent en allant au contact des entreprises. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il est très intéressant pour ces entreprises de témoigner de leur trajectoire transformante parce qu'elles font véritablement partie de la démarche de transformation et puis elles peuvent aussi créer des nouveaux imaginaires. Et donc à la manière de Rob Hopkins un petit peu, je suis persuadée de l'intérêt de créer un répertoire des possibles vers de nouveaux modèles économiques parce que selon moi, c'est un levier indispensable pour transformer en profondeur la société. Merci. Et je vous écoute. Oui, je peux commencer, pas de souci. Merci beaucoup, Julie-Charlotte. Tu nous as alors, je retiens plein de choses de ce que tu viens de nous partager. Je retiens le terme de bifurcation que tu as utilisé. Alors, c'est limpide. Pour moi, c'est limpide, c'est clair. En plus, je suis relativement convaincu parce que vu ce qu'on met en place sur le volet design de territoire, et on l'a expérimenté cette année, c'est le sujet des communs, c'est un de nos sujets. Donc, tu l'as très bien pris en compte. Je suis tout à fait aussi d'accord avec la réflexion sur le sens et la quête de l'utile. Et je vais faire exprès de faire le poil à gratter du coup. Tu parles de bifurcation et tu parles finalement de réenseignement du design, parce qu'en fait on parle de déontologie du design, c'est-à-dire qu'il faudrait appliquer une nouvelle déontologie, et ça aussi je partage pleinement. Je serais ravi que ça puisse se mettre en œuvre. Mais tu nous as pas parlé, quand tu nous l'as dit, tu nous as pas parlé des freins potentiels. Et tu vois, sur les freins, par exemple, sur les activités des écoles qui enseignent le design aujourd'hui, entre je suis un jeune designer
et je vais vers une posture de déontologie du design. Je pense qu'il y a un monde Oui. entre ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles, quelles qu'elles soient, hein, je parle des écoles de design, on peut largement ouvrir, parce que quand tu parles de bifurcation, ça me fait penser à AgroParisTech, à l'ESSEC, à tout ce qu'on connaît dans les programmes de bifurcation, c'est-à-dire les jeunes qui ne se retrouvent pas dans la société. Et voilà, c'est juste, j'aurais aimé que tu creuses, parce que tout est clair, j'aurais aimé que tu creuses un peu plus ça, parce que on est séduit, enfin moi je suis séduit par ton scénario 2060, sur l'approche que tu as sur les communs et le design au service d'eux, parce que je pense que c'est tout à fait vrai. Dans la projection finalement que tu fais, je pense que c'est là où il y a un truc qui pour moi aurait peut-être un peu plus gratté, c'est est-ce qu'il va y avoir une acceptabilité de cette nouvelle déontologie de la conception par les concepteurs eux-mêmes. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a un sujet, en plus c'est une réflexion qu'on avait cette semaine, c'est entre ce qu'on voudrait faire et finalement ce qui attire les étudiants dans les formations de design. On se rend compte que tu vois, notamment la posture de manager de projet, bon, finalement les designers ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent un peu rester dans leur coin et faire des trucs avec leurs mains. Je fais exprès d'exagérer. Mais en fait, voilà, j'aurais aimé que tu nous un peu plus loin. Plus là-dessus, parce que c'est pour moi la réflexion de commun design et transition, elle est beaucoup sur le modèle de design qu'on enseigne finalement, et qu'on propose pour faire les générations de concepteurs de demain. Donc, voilà, sinon sur ta proposition de scénario 5, parce qu'au début quand j'ai vu que tu avais chopé les scénarios de l'ADEME et j'ai vu que tu avais fait un choix, je me suis dit, ah mince, elle a fait un choix. Et en fait non, parce qu'en fait tu te servais de ce choix pour imaginer un nouveau scénario, donc même je t'inviterais à envoyer ça à l'ADEME en fait. Non mais pour leur développer deux, trois trucs, parce qu'il y a des sujets aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux rajouter sur tous tes constats, je pense qu'ils sont partagés, puis tu nous les étayes sur le besoin d'avoir du sens, etc. Puis tu nous racontes avec ta propre histoire, donc ça c'est très clair. Tu nous parles d'intuition quasiment tout du long aussi. Et c'est bien parce que tu fais confiance à ton intuition. Tu aurais pu rentrer un peu dans... un peu plus dans l'intuition, dans la définition en quelque sorte de l'intuition. Une sorte d'expert. Oui, bah oui. Une sorte d'expert avant. Donc voilà, moi sur l'ensemble, je me suis posé une question. Alors je l'ai noté quand... attends, parce que ça c'est mes notes de tout de suite. Je l'ai noté quand j'ai parcouru l'ensemble de ton mémoire. Je me suis dit, est-ce que tu n'es pas trop radical? Je fais exprès encore une fois pour la garder. Est-ce que tu n'es pas trop radical dans ta définition de commun? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas derrière une espèce d'opposition au capital, et ce qu'on vit aujourd'hui, et qui peut être tellement clivante que finalement tu n'arriveras pas à embarquer les acteurs qui devraient produire les communs de demain? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est politique hein, comme sujet. Mais c'est très politique. Mais oui. Mais par contre, j'ai veillé à, justement, j'avais bien notion de cet aspect politique de commun. Mais finalement, dans l'écologie, c'est politique aussi. C'est des choix qu'il faut faire. Mais pour autant, c'est un parti pris. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce chemin politique. Parce que finalement, au-delà de parti pris, de choses comme ça, c'est finalement des choses où il faut qu'on y aille tous. Et que finalement, les communs, pour moi, ça a été une évidence et surtout un prétexte pour aborder ces notions-là. Et je trouve qu'en fait, c'est le commun, tout le monde y participe. Enfin, tout le monde peut y participer, mais c'est pas forcément sous une casquette politique. Et du coup, c'est ça que je trouvais intéressant parce que ça peut permettre de fédérer. Voilà. J'ai fini pour mes questions. Je veux bien rebondir parce que justement sur cette notion de l'incarnation que ça prend. Alors, vous avez cité Alexandre Malin, qui est une excellente référence. Alexandre Malin travaille justement assez précisément avec la notion des communs négatifs, en fait, sur ce qu'il nomme la brutalité vécue des gens qu'on impacte quand on change un truc. Alors, en prenant plusieurs exemples, dont la période gilet jaune avec la montée des coûts sur l'essence et le diesel, le Covid avec la vaccination
citoyens, des circulations et les impacts que ça a et les réactions que ça dénote. Enfin, ça, c'est pour contextualiser un peu ma question. Je me dis là aujourd'hui, si vous deviez travailler dans un contexte dans lequel vous pourriez activer ça, d'après vous, quel serait le contexte et surtout avec qui vous travaillez? Parce que, alors, à ma connaissance, on n'a pas vu de designer fermer une mine de charbon encore. C'est-à-dire que c'est pas eux qui le feront. Non, mais ils peuvent accompagner. Voilà, Ouais. avec tous les autres métiers. Oui, je comprends. En fait, vous parlez de renoncement, finalement, c'est accompagner un petit peu au renoncement, c'est ce qui développe... l'adaptation. Ouais. Surtout Oui. quel endroit le designer se met, on va dire. Le designer, à ce niveau-là, il doit être finalement un peu partout. Et je dirais que ce serait plutôt adapté à chaque territoire, parce que en fait, renoncer à quelque chose, ça dépend de là où on se situe et des personnes à qui on s'adresse aussi. Donc finalement, le designer, pour moi, il doit être mêlé aux structures décisionnaires ou à l'État pour pouvoir accompagner justement au renoncement. Parce que c'est facile de demander aux gens d'arrêter de prendre la voiture, mais si on ne leur propose pas des solutions désirables derrière, ça va être compliqué. Donc je pense que c'est là-dedans où ça se situe. Alors après, je passe la parole, mais juste, hésitez. Je ne sais pas, vous la connaissez peut-être, Marion Desclos. C'est une designer qui a été chez Design Studio à un moment et qui travaille qui a un blog qui s'appelle Les Objets du Travail. Et elle a un exercice de design fiction justement sur les futurs des métiers de designer, sur des scénarios de projection en 2040-2050, avec des fiches de poste et des rôles de designers qui sont parfois des concepteurs, parfois des pilotes, parfois des chamboutous, etc. Et en fait, et parfois même plus designers. Il y a peut-être des choses à creuser, parce que là, vous avez un focus design, ce qui est normal, ce que vous êtes, ce que je suis aussi. Mais en fait, potentiellement, le designer, il ne peut pas plus que ce qu'il peut. Oui. Voilà. Et en fait, il faut peut-être articuler votre propos avec d'autres secteurs. Oui, je comprends. Après, là, c'est quelque chose que je n'ai pas trop développé, mais il y a le côté autonomiser finalement les autres et du coup fournir les outils et les méthodologies nécessaires pour que chacun puisse finalement s'outiller et proposer ses solutions. Sur le propos, je suis convaincue, complètement dans ton sens, aucun sujet. Sur le fond, en termes de méthodo, j'ai pas trop vu quels outils méthodologiques tu avais activés. Alors un peu du design fiction, dans le scénario 2050. Ouais. Du coup, j'aurais bien aimé, moi, avec le scénario utopiste, avoir un peu de dystopie. Le scénario du pire aussi, parce que ça permet aussi de trouver des solutions qui peuvent être intermédiaires. J'aurais été intéressée. J'attendais un peu ça. Et puis je rejoins le collègue sur la place du designer et en termes d'opérationnalité. En fait, où se situe le designer dans tout ça et un peu la remarque que j'avais faite précédemment aussi. Et j'aurais bien voulu que tu le testes, alors parce que des communs, tu dis, ils sont un peu partout, c'est difficile de voir, mais il y en a des communs, tu en as cité plein, du coup, qui sont très opérationnels, très concrets. Une AMAP, c'est un commun, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, je me disais que ça aurait peut-être été chouette d'aller tester en tant que designer, qu'est-ce que tu pouvais apporter à ces communs-là. Et pareil, en faire un retour d'expérience et de voir, en tirer des enseignements. Est-ce que c'est des choses que tu as imaginées ou tu n'avais pas le temps ou c'était pas dans ton... Alors j'ai pris contact, mais je n'ai pas eu de retour. Notamment, je voulais aller faire une résidence à l'hôtel Pasteur, dont je parle, qui est en dessous là. Mais du coup, il n'y a pas eu la possibilité. Alors après, par contre, dans une des personnes que j'ai pu interroger, il y a Loïc Bronek, en fait, qui est designer et qui, lui, en fait, travaille à la COP des communs. Et du coup, c'est là où je lui ai posé la question, quel était son rôle de designer là-dedans. Et finalement, ce qu'il ressort, c'est qu'il est designer. Et donc, en fait, il a cette posture et cette démarche qui est au service du projet. Mais le fait d'être designer ne change pas le projet en soi. Ça l'accompagne plus qu'autre chose.
Voilà. Donc là, je peux faire le lien. Mais oui, effectivement, j'aimerais aller plus au contact des communs. Mais dans ce que je projette pour la suite, c'est plus davantage finalement que le design soit garant et un petit peu comme une coalition de designers dans tous les communs pour finalement en être garant et faciliter les rencontres. Voilà. Je suis d'accord avec toi, les compétences ou les spécificités d'un métier finalement se diffusent et ne restent pas la propriété d'une personne, mais en fait s'immergent en fait, dans un collectif, dans un commun pour qu'ensemble il y ait une œuvre commune. C'est ça. Particulièrement, j'ai beaucoup aimé le travail. Ce qui est étonnant avec dans ce que tu as fait, c'est sous des communs assez anodins, finalement, une approche assez anodine en premier abord, parce que voilà, tu es quelqu'un de très jovial et de très positif. Finalement, tu allais toucher des problèmes qui sont qui est une vraie interrogation sur le voie designer, je trouve. Tu as évoqué aussi cette partie politique qu'on a évoquée à un moment donné, et tu en es très bien sorti, parce que bon, là, ça, on en fait une boîte, ok, on va côté. Donc, j'ai très bien cette discussion-là, et puis finalement, tu es amené, dans les réponses que tu avais, des choses très intéressantes, et je pense des belles ouvertures pour nous en tant que designers. Et c'est vraiment des interrogations qui sont très bien posées. Merci beaucoup pour cette présentation. On sent que c'est incarné aussi, que tu portes ton sujet, ça fait toujours plaisir parce que le monde des métiers, quand même, il faut y croire. Et puis, oui, on est un petit peu. En plus, à l'ANSI, on a un petit côté bisounours parce qu'on défend toujours des valeurs très incarnées. Donc, ça fait bien, voilà, c'est bien de voir que tu es là-dedans. Concernant la mission professionnelle, donc, j'ai vu que tu avais alors c'est bien, tu as fait ton auto-évaluation, ça c'est très bien, j'ai beaucoup apprécié aussi, puisque tu dis que c'est un stage qui t'a permis de déployer ton approche design, de porter une critique constructive, de donner forme à de nouvelles imaginaires par la mise en récit, voilà, que tu as découvert l'économie de la fonctionnalité et de la coopération comme socle robuste pour porter les transitions vers de nouveaux modèles de société. Voilà, tu parles des problématiques centrales sur l'approche design, de ce que tu as pu approfondir, donc voilà, ça c'était bien posé. Concernant le rapport de mission, moi je trouvais que la mission était très bien positionnée par rapport au titre d'expert en stratégie d'innovation soutenable par le design, avec dès le départ tu rentres dans le rapport de mission avec des questionnements sur la place du design dans l'organisation qui sont très bien vus, c'est-à-dire qu'avant de commencer tu te dis tiens, j'atterris là dans le stage, je suis qui, je suis quoi, je vais faire quoi, qu'est-ce que vient faire design au milieu, et c'est bien parce que finalement on a besoin de cette évaluation presque de la maturité de l'organisation ou du système dans lequel on rentre pour voir comment on va pouvoir intervenir. Voilà. Il y en a qui foncent, mais c'est bien aussi de regarder comment ça peut s'articuler. Ensuite, pour moi l'approche, j'ai vu que tu t'es beaucoup entré par design thinking, mais ça ne doit pas cacher les autres sujets méthode de design, donc je vois que tu as été sur d'autres outils. Voilà, je le dis parce que je l'ai retrouvé un petit peu dans les rapports de mission, je me répète, désolée. Mais c'est pas que ce soit mal, c'est juste qu'effectivement, je ne voudrais pas que ce soit votre bruit de secours à tous pour j'ai un double diamant. Voilà, vous avez plein d'autres méthodes, plein d'autres sujets, et voilà, que le double diamant, finalement, ça peut être utile, mais c'est aussi, il y a des gens qui font une formation de 4 jours et ils peuvent utiliser le double diamant. J'ai besoin que vous montriez tout ce que vous avez fait et quand Claire dit qu'effectivement, voilà, c'est une fiction, vous utilisez quoi comme outil? C'est vrai que des fois on a envie que tu fasses un peu de storytelling sur la façon dont tu t'y es pris, parce que c'est intéressant. Il y en a un parmi nous qui a beaucoup fait de storytelling sur la façon dont tu t'y es pris. J'ai adoré de lire le truc parce qu'on rentre dans l'histoire du projet, et au-delà de la mécanique, on rentre dans des histoires humaines, et c'est vrai que ça c'est important pour le design. Donc dans l'ensemble, pour moi, ta restitution elle montre un travail vraiment structuré, qui s'appuie quand même sur différents outils, et tu as utilisé aussi différents supports, dont la facilitation graphique, c'était sympa. Ta conclusion montre aussi que la posture de l'expert en stratégie d'innovation par design est comprise et assumée. Paradoxalement, quand même tu viens du monde de la communication, les questions de direction artistique, il y a des moments où je me dis mais il manque quelque chose. J'ai tendance pour orienter dans la mission les gens, tu les fais travailler sur
la définition de leur métier, la façon dont ils vont se communiquer, et nulle part tu les fais réagir justement sur ces imaginaires visuels ou de tendance. Voilà, donc repense-y, pas parce que vous avez eu une vie antérieure qu'il faut la jeter aux orties, hein, appuyez-vous dessus, au contraire, voilà, c'est le plus, il faut faire de plus en plus. Voilà, et puis, voilà, globalement c'était synthétique avec des remarques professionnelles pertinentes. Voilà, donc, de mon côté, j'ai validé cette partie-là. Voilà. Ok, merci. Merci à toi. Non, je rajouterais juste que, même si effectivement. Professionnelle, merci. Donc, avant de passer à ta projection professionnelle, merci. Je vais rajouter un point que je trouve que les documents sont parfaitement maîtrisés graphiquement et qu'il n'y a pas de sujet sur tes compétences en design graphique. Il y a un sujet, parfois c'est très bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas vu certaines franchement, oui. mais par contre, on ne se pose aucune question sur merci. la parfaite maîtrise de ton métier antérieur et que ça nourrit en fait la réflexion générale. Donc, par contre, voilà, projection. J'aimerais bien justement, comme je termine là-dessus, moi en fait j'ai découvert, je pensais pas du tout aller dans ce domaine-là, mais l'économie, et je trouve ça passionnant. Et donc je ne sais pas, peut-être avec mon stage et Imatera, peut-être continuer là-dedans. Et il y a des portes qui se sont ouvertes. Ça dépend de beaucoup de financements, l'ADEME notamment. Donc bon là, c'est pas tout de suite. Mais j'aimerais aller à l'écoute et témoigner des gens qui sont courageux, des entreprises qui se transforment. Parce que changer de modèle économique, c'est très compliqué. Et ça demande du courage, surtout actuellement. Et en fait, j'ai vraiment apprécié ça et j'aimerais bien les accompagner. Voilà. Je ne sais pas où ni comment, mais voilà. Tu peux prendre le listing des entreprises qui ont fait des conventions des entreprises pour le climat sur l'ensemble du territoire national. Tu prends ton téléphone, tu leur montres ça là, et des choses côté des rendez-vous. Ok, c'est noté. Merci.